Nous avons tous un jour ou l'autre regardé des films d'épouvante dans lesquels les personnages utilisaient diverses méthodes afin d'entrer en contact avec les esprits des défunts, comme les films Ouija, Apparence, De Chanel, Kissing Darkness ou encore L'Exorciste, qui quant à lui commence en douceur par quelques parties de Ouija pratiquées par une jeune fille innocente et qui se finit dans l'horreur absolue. Bref, aujourd'hui je vais vous parler du spiritisme, me penchant essentiellement sur l'écriture automatique et la planche Ouija. Alors prêt pour l'aventure? C'est parti! Commençons par l'écriture automatique, qui est également appelée psychographie. Ce nom sera donné en 1861 par le fondateur du spiritisme lui-même, c'est-à-dire Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vous connaissez sans doute sous le nom d'Allan Kardec. Celui-ci est connu pour être le codificateur du spiritisme. Il définit l'écriture automatique comme une écriture spirituelle dans laquelle n'intervient ni la conscience, ni la volonté du pratiquant, mais bien l'âme d'un défunt ou d'un quelconque être désincarné. Il s'agit donc d'un art divinatoire permettant d'entrer en contact avec l'esprit d'un ou de plusieurs défunts. À ne pas confondre avec l'écriture thérapeutique que certaines personnes utilisent pour se libérer l'esprit, produire des textes poétiques ou des dessins. Comment se pratique-t-elle ? La pratique est toute simple. Le médium se servira d'une feuille blanche, d'un stylo ou d'un crayon de couleur neutre. Pour le reste, il lui suffira de se concentrer pour entrer en contact avec l'esprit. Lorsqu'il aura déposé son stylo sur le papier, il pourra alors poser sa première question. Les premiers mots, dessins ou chiffres devraient commencer à se dessiner. La réussite de la pratique demande un certain temps car il faut tout d'abord que l'esprit du défunt redécouvre le plan matériel et se réapproprie et utilise les structures de phrases ainsi que le graphisme. De plus, la technique de l'écriture automatique demande beaucoup d'énergie, non seulement au médium mais aussi à l'esprit. En effet, l'âme utilise l'énergie du médium afin de trouver la force de guider celle-ci. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et de tolérance. Lors d'une séance d'écriture automatique ou de Ouija, il sera préférable de boire et manger peu, afin que les énergies circulent facilement. Je vous conseille également d'aérer la maison avant et après la séance, brûler de l'encens ou répéter quelques phrases de protection. La personne voulant pratiquer une séance d'écriture automatique devra être saine d'esprit, mais en bonne santé également. C'est-à-dire qu'elle ne devra pas être dans une période de vague à l'âme ou bien tout simplement accablée par un gros rhume. Celle-ci devra se sentir bien, en paix avec elle-même et surtout avoir de bonnes intentions. De quelle manière ai-je commencé l'écriture automatique ? Lorsque j'ai commencé mes séances d'écriture automatique, j'étais très jeune, j'avais environ 15 ans. Je me suis tout d'abord concentrée sur ma question, tout en ayant le profond désir d'établir un contact avec un esprit présent. La première difficulté à laquelle j'ai dû faire face était de ne pas imaginer à l'avance les lettres qui allaient être dessinées. Du coup, je faisais en sorte de ne pas regarder et de cacher mes yeux. Je me concentrais également sur quelque chose d'autre que ma main. La seconde difficulté était la fatigue que cela pouvait provoquer sur moi, sans compter les sensations de fourmillement et d'engourdissement du bras. Le premier message que j'ai reçu était un prénom que je garderais secret. Très rapidement, les choses sont devenues plus fluides et les vraies conversations ont pu commencer. Pourquoi avoir commencé cette pratique ? Depuis ma plus tendre enfance, j'avais conscience qu'un monde invisible nous entourait. Je ressentais des énergies, beaucoup de choses se manifestaient autour de moi. De plus, lors de l'endormissement, je faisais beaucoup de décorporation. De ce fait, j'étendais plusieurs expériences afin de rendre les choses plus palpables et plus concrètes pour moi. Cette pratique m'a aidé à m'ouvrir davantage vers le monde spirituel, trouver des réponses à certaines de mes interrogations et surtout m'a permise de prendre conscience qu'après la mort, tout n'était pas terminé.
Malgré cela, j'étais trop jeune pour mesurer les conséquences de mes actes et par manque de connaissances, j'ai essuyé des expériences angoissantes pendant et après mes séances. À quoi faut-il s'attendre lorsque débute l'écriture automatique? Et quels sont les différents messages délivrés? Lorsque j'ai commencé mes séances d'écriture automatique, j'ai remarqué qu'en tout début de séance, le stylo avait tendance à former des simples lignes ou des cercles. J'ai toujours interprété cela comme une sorte d'échauffement pour l'esprit, une façon de se réapproprier la technique de l'écriture. Une fois que l'âme parvenait à maîtriser cela, les premières lettres puis les premières phrases s'enclenchaient. Une chose surprenante est qu'il s'agit très souvent d'une écriture différente de la nôtre. Parfois, nous serons étonnés car elle va de la droite vers la gauche. Il peut également s'agir d'une langue étrangère. Il m'arrive fréquemment d'avoir des mots en latin, en italien, en anglais, en espagnol, parfois le tout mélangé. Pour en revenir à Allan Kardec, je me dois de vous parler un petit peu de ce fameux personnage, et j'insiste bien sur le un petit peu car il y a beaucoup de zones d'ombre et de distorsion entre les faits relatés sur le net et dans les récits de divers spirites, ainsi que sur les documents officiels que vous pourrez trouver dans les archives historiques de France. Ou par exemple, il est dit qu'en octobre 1824, alors qu'il avait 20 ans, la conscription l'aurait amené à partir au service militaire où il serait devenu soldat puis caporal. Cela durera 8 longues années. Vous pourrez alors remarquer que cela est en totale contradiction par rapport à ce que vous pourrez trouver majoritairement dans les livres ou sur la toile. Donc, je vais rester concise concernant ce cher Hippolyte qui naquit au 76 de la rue Sala à Lyon le 3 octobre 1804. Il est le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Adulte, il aurait ouvert un cours privé au 35 de la rue de Sèvres. Étant considéré comme un pédagogue positiviste, il fut sollicité pour superviser plusieurs séances de table tournante, pratique venue des États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent des tables tournantes, aussi appelées tables parlantes, il s'agit simplement d'un moyen d'entrer en communication avec des esprits à l'aide d'une table généralement ronde de type guéridon. Pour ce faire, les participants devront se placer assis ou debout autour de celle-ci, y déposer leurs mains. Il leur suffira ensuite de se concentrer et d'évoquer l'esprit. L'âme appelée devrait être capable de soulever celle-ci, de frapper dessus ou de l'agiter. Ce serait en mai 1855, à l'occasion d'une séance avec le magnétiseur Fortier, qu'il aurait expérimenté la première séance de table tournante. Hippolyte de Nisard Rivail aurait conversé comme cela avec une multitude d'esprits par le biais de divers médiums et finira par en faire une sorte de philosophie qu'il nommera le spiritisme. Il s'agit en réalité d'un remaniement du nom spiritualisme issu encore une fois des États-Unis. Il sortira diverses œuvres comme par exemple le livre des esprits en 1857, Qu'est-ce que le spiritisme en 1859, le livre des médiums en 1861 et l'évangile selon le spiritisme en 1864. C'est à cette époque qu'il publiera des ouvrages sous le nom d'Allan Kardec, nom qui lui aurait été transmis par son ange gardien. Celui-ci lui aurait affirmé qu'il s'agissait du nom porté lors de sa vie antérieure lorsqu'il était druide. En tout, il écrira une dizaine de livres fascicules incluant des œuvres posthumes. Pour celles et ceux qui seraient désireux de voir la maison d'enfance de M. Kardec, sachez que celle-ci n'existe plus. Elle aurait été détruite d'un élargissement de chaussée suite à des inondations de 1840. En ce qui concerne son école, ne soyez pas étonnés d'y trouver un salon de coiffure de renommée. Il est cependant possible de visiter son actuelle demeure qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris, plus exactement au cimetière du Père-Lachaise dans la 44e division. À présent, parlons de la planche spirituelle ou planche Ouija. Il s'agit en fait d'un outil comme l'écriture automatique qui permet de pratiquer une communication entre le monde des esprits et celui des vivants.
Bien que l'on aurait retrouvé des traces d'un objet similaire en Chine vers 550 et chez les Romains vers 540 avant Jésus-Christ, celle-ci est surtout connue pour avoir été inventée par Elijah Jefferson Bond, né le 23 janvier 1847 à Bel Air dans le Maryland. Celui-ci servit dans l'armée des États confédérés pendant la guerre civile américaine, puis travaillera comme avocat à Baltimore jusqu'en 1918. Bond est aussi connu pour avoir inventé et breveté différents objets, dont une chaudière à vapeur. Elijah Bond rencontra William Henry Maupin et se liera d'amitié pour celui-ci. Ensemble, ils se seraient inspirés de différentes méthodes ancestrales et de pratiques de médiums américains pour fabriquer le premier prototype de la planche divinatoire. Bond déposera le brevet Ouija portant le numéro 446054 le 28 mai 1890. Le brevet sera délivré le 3 février 1891 aux États-Unis. Il cédera presque aussitôt 50% des droits de distribution de la planche Ouija à 5 personnes, à savoir William Maupin, Charles Kennard, Harry Wells, homme politique de Baltimore, le colonel Washington Bowie, qui en plus d'être un politicien démocrate puis greffier mais aussi géomètre du port de Baltimore, faisait partie de l'ordre maçonnique. Et pour le dernier figurant, John F. Greene, les choses ne sont pas très nettes. Il aurait été politicien démocrate également. Les recherches sont toujours en cours. Quoi qu'il en soit, les noms de ces messieurs figuraient tous sur les documents d'incorporation de la Kennard Novelty Company en date du 30 octobre 1890. Ils seront donc cités comme cessionnaires. Pour certains, ce serait Charles qui lui aurait donné le nom de Ouija, qui serait en réalité la juxtaposition du mot oui, d'origine française, et ya en allemand, et qui serait une allusion à la question traditionnelle posée en début de séance, c'est-à-dire « Esprit, es-tu là ?» et dont la réponse serait logiquement oui. Pour d'autres, comme le spécialiste de la planche Ouija Robert Murch, le nom serait apparu lors d'une séance pratiquée par une médium nommée Ellen Peters, qui en réalité était la belle-sœur d'Elia Bond. Lorsque celle-ci aurait posé la question « Comment devons-nous vous appeler ?», la goutte aurait pointé les lettres O, U, I, J et enfin la lettre A. Après cela, la médium aurait posé la question « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» et l'esprit aurait répondu « Bonne chance ». Alors, est-ce que le terme Ouija voudrait dire « bonne chance » ou est-ce que l'esprit faisait une allusion à une certaine énigme ou problème à résoudre, souhaitant la bonne chance à notre chère Hélène? Cela reste un mystère. Cependant, Ellen Peters précisera qu'elle portait ce jour-là le portrait d'une femme en médaillon. Selon Robert Murch, il s'agirait d'une écrivaine britannique appelée Ouida, que Peters admirait. Donc, il serait possible que le nom aurait été mal interprété. Pour en revenir aux acquéreurs de la Novelty Company, là encore, il y a plusieurs versions. Mais ce serait le colonel Bowie qui aurait licencié les autres fondateurs de la société en épargnant que Harry Wells Rusk, qui deviendra alors le président. Il rebaptisera alors la société en Ouija Novelty Company et ce serait son ami William Fuld qui reprendra la responsabilité des opérations. Ce serait alors William Fuld qui aurait gardé tous les droits et intérêts sur la marque américaine Ouija. Lui et sa famille auront fabriqué et commercialisé la planche Ouija pendant presque un siècle. Il faut savoir que cette entreprise familiale a inventé et fabriqué divers jeux de société, des meubles, des jouets en bois, des tables de billard, etc. L'inventeur de cette planche, M. Bond, mourra le 14 avril 1921 au domicile de son fils à Baltimore. Il serait enterré au cimetière de Greenmount sous une pierre tombale ressemblant à une planche Ouija. Quant à William Maupin, il décédera à l'âge de 43 ans suite à une overdose de laudanum, qui n'est autre qu'une teinture alcoolique à base d'opium et donc extrêmement addictive et nocive pour l'homme.
Rappelons aussi que dans les années 1891, dans une Amérique encore plongée dans la guerre de sécession, les familles des victimes de guerre veulent plus que jamais communiquer avec leurs proches décédés et amèneront donc un réel engouement et développement des mouvements spiritualistes et donc de la pratique du spiritisme et du Ouija. Pourtant, il y aurait eu avant cette période une histoire qui se serait passée à la fin des années 1840 et qui aurait eu également un réel impact dans la pratique du spiritisme. Dans un petit village appelé Hydesville, dans l'État de New York, une famille composée de Margaret Fox, de son époux David Fox, qui était prêtre, et de leurs 3 filles, Lee, Catherine, Margaret. Cette famille aurait vécu un phénomène lié au spiritisme. C'est au mois de mars 1848 que l'une des sœurs, Catherine, appelée Kate, affirmera communiquer avec l'esprit d'un homme qui serait mort dans leur maison des années auparavant. Des ossements auraient été retrouvés dans celle-ci. Kate affirma pouvoir communiquer avec cet esprit en lui demandant de frapper sur les murs de la bâtisse, 1 fois pour oui, 2 fois pour non. D'ailleurs, certains médiums utiliseraient toujours cette technique. Bon, par contre, elles ont aussi annoncé plus tard qu'elles avaient menti et qu'elles auraient utilisé leurs pieds pour émettre des sons, tout simplement en faisant craquer ceux-ci. Si vous désirez en savoir plus à propos des sœurs Fox, je vous laisse faire vos recherches sur le sujet. Pour en revenir à notre planche Ouija, elle fera son apparition en Europe vers 1927. Malheureusement, en 1966, la compagnie américaine Parker Brothers, qui est une chaîne de production de jeux de société, se rachète les droits et en font un simple jeu. L'année suivante, ils vendront 2 millions de copies dépassant les ventes de jeux Monopoly. Et donc, depuis lors, il arrive fréquemment que les personnes lambda se retrouvent avec des planches Ouija entre les mains. Parfois même, ils en feront cadeau à leurs enfants. Certains utiliseront pour entrer en contact avec des proches disparus ou quelconque d'esprit afin de satisfaire leur curiosité et se procurer des sensations fortes. Il y a bien évidemment d'autres moyens de communiquer avec les défunts. En voici quelques exemples. Nous citerons l'additor, qui est un très ancien objet, qui d'ailleurs n'est plus commercialisé et qui est très proche du Ouija dans sa façon de fonctionner, puisqu'il s'agit d'une règle droite d'environ 40 cm de longueur, où sont inscrits des chiffres et des lettres, avec un système de curseur placé dans une rainure. Le médium placera ses doigts sur celui-ci et attendra qu'un esprit déplace son bras, et par la même occasion, le curseur qui se placera devant des chiffres et des lettres, formant ainsi des phrases. Ensuite, nous citerons les médiums communiquant avec l'au-delà via les coups dans les murs, ce qui est appelé communément les esprits frappeurs. Il y aura également l'utilisation de détecteurs EMF, qui sont des appareils permettant de jauger les champs électromagnétiques avec une unité de mesure nommée le Gauss et qui réagit lors d'une variation soudaine de champ électromagnétique. Le PVE, autrement dit phénomène de voix électronique, qui désigne une présence de voix lors d'un enregistrement audio et qui est inaudible à l'oreille humaine. Depuis les années 1980, le terme TCI, transcommunication instrumentale, s'est imposé et désigne le procédé permettant de recevoir des messages de l'au-delà via divers moyens, outils électromagnétiques et numériques. Et évidemment nos outils internes, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, etc. À présent, parlons de l'aspect de la planche spirituelle. Il s'agit très souvent d'une planche en bois de diverses essences. Sur cette planche se trouvent différentes inscriptions telles que les lettres de l'alphabet, des chiffres, un bonjour, un au revoir, un point d'interrogation et parfois des symboles tels que des soleils, des lunes, des corbeaux, des loups, etc. L'utilisateur se servira d'une goutte, qui est un objet, comme son nom l'indique, en forme de goutte et qui est également appelé le pointeur. Celui-ci sera placé sur la planche et glissera sur celle-ci. Pour ce faire, chaque participant devra placer un bout de doigt sur le pointeur. La pointe de la goutte désignera les lettres et les chiffres à sélectionner pour former des mots, des phrases ou des dates.
On démarrera la séance en posant la question suivante. Esprit, es-tu là? Et si la goutte se déplace, la série de questions peut alors commencer. À présent, parlons de l'utilisation du spiritisme. Est-il réservé aux personnes ayant des dons de médiumnité? Eh bien oui, le spiritisme est exclusivement destiné aux médiums. Il s'agit en effet d'un procédé devant être utilisé par des personnes ayant une vie spirituelle extrêmement développée, comme les voyants, les médiums, les guérisseurs. Et nous verrons pourquoi dans un instant. Mais d'abord, pour que tout le monde s'y retrouve, voici un petit rappel de ce qu'est un médium. Pour faire simple, le nom médium est issu du latin qui signifie « celui qui est au milieu », ce qui correspond tout à fait à la position du médium lorsqu'il entre en contact avec les esprits et délivre des messages aux vivants. Il est en quelque sorte un lien, un intermédiaire entre l'au-delà et notre dimension. En tant que médium tarologue, je ne peux d'ailleurs m'empêcher de faire le lien avec l'arcane majeur du battleur ou du magicien, qui travaille avec les énergies venant de l'au-delà et du monde terrestre. Petite précision également, un médium pur n'a pas obligatoirement besoin d'outils pour pouvoir établir un contact avec les esprits, car celui-ci bénéficie de la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et parfois ses acuités toutes cumulées. Il y a d'ailleurs une vidéo sur le sujet que nous avons déjà réalisée. Cependant, certains médiums continuent la pratique de l'écriture automatique ou la planche Ouija. Quelle protection utiliser pour ce genre de pratique? La première chose à laquelle le médium devra être attentif, c'est tout simplement son état mental et physique. Il serait vraiment dangereux, voire impossible de pratiquer une séance alors que le pratiquant est souffrant ou trop sensible, voire fragile. Certains médiums prendront des mesures de sécurité en pratiquant divers rituels tels que se munir d'eau bénite pour bénir l'endroit où va se passer la séance, réciter les incantations et les prières, placer autour de la table où sera pratiquée la séance des statuettes de saints, de Jésus ou de la Vierge. Avant, pendant et après la séance, ils utiliseront du sel pour purifier l'endroit ou encore brûleront de l'encens, de la sauge afin de purifier les lieux. Tout cela dépendra également des croyances et coutumes de chacun d'eux. À quel moment pratiquer une séance d'écriture automatique ou Ouija? Tout d'abord, il vaut mieux convenir d'un rendez-vous avec l'esprit pour pratiquer l'écriture automatique. La plupart des médiums qui commencent à pratiquer ont tendance à invoquer un esprit, par exemple un parent décédé, et pensent que celui-ci va arriver de suite ou dans les minutes qui suivent. Et ce n'est absolument pas le cas. En pratiquant de la sorte, la personne a beaucoup de chances d'entrer en communication avec un esprit qui n'a rien à voir avec la personne appelée. Il faudra donc être très prudent. Alors oui, vous allez me dire, comment convenir d'un rendez-vous avec une personne disparue? Tout simplement en lui demandant à haute voix ou dans sa tête, est-ce que tu penses que tel jour, telle heure, nous pourrions communiquer? L'esprit répondra soit par la clairaudience ou un autre biais, mais quoi qu'il arrive, cela lui laissera un certain laps de temps pour se préparer au prochain contact. Nous pouvons aussi demander à nos guides, est-ce que tu peux appeler mon papa, ma tante décédée, afin que nous puissions communiquer ensemble tel jour et telle heure. À présent, parlons des dangers de l'écriture automatique et de la planche Ouija. S'il s'agit de pratiquer la psychographie intuitive, qui consiste donc à écrire en laissant vos pensées les plus profondes parler, il n'y a aucun danger pour moi. Par contre, si l'on veut expérimenter l'écriture automatique afin de contacter les entités, un guide spirituel, des anges ou autres, il s'agit de bien évaluer les risques. De mon côté, j'ai commencé à pratiquer le spiritisme avec ma sœur lorsque j'avais plus ou moins 15 ans et elle 17. Nous étions bien entendu trop jeunes et trop naïves pour nous lancer dans ce genre d'expérience. Lors de nos tentatives, nous sommes rapidement entrés en contact avec un esprit. Il nous donna son prénom ainsi que celui de son meurtrier, qui était, selon ses dires, une personne de notre famille. Imaginez-vous nos têtes à cet instant précis et le malaise que cela a occasionné. Que devions-nous faire? Comment réagir? Nous lui avons évidemment spécifié que nous n'y étions absolument pour rien.
Cette pauvre âme désincarnée était partie dans des circonstances horribles, et il était encore empreint de colère et de rancœur face à son meurtrier. De plus, nous avons très vite remarqué qu'il en voulait à notre père. Oui, mon papa était un homme qui portait le même nom que son assassin, et au regard de celui-ci, il était tout aussi dangereux. Nous avons alors posé plusieurs questions à notre papa, mais il n'avait absolument pas connaissance de cette histoire. Il ne savait donc pas nous prouver si les dires de l'esprit étaient vrais ou faux. Cette âme nous avait donné, en plus du prénom de son assassin, différents détails comme la date approximative et les circonstances de son assassinat. Il nous précisa qu'il avait été tué par plusieurs coups de couteau. À l'époque, nous avons questionné notre grand-mère paternelle. Celle-ci nous avait confirmé que le prénom donné par l'esprit était celui de notre grand-oncle, c'est-à-dire le frère de notre grand-père que nous n'avions jamais connu. Celui-ci était décédé lorsque mon papa avait 10 ans. D'après notre nonna, cet oncle était un malfrat qui avait fait de la prison. Il avait également volé notre grand-père. Elle ne nous en avait pas dit plus. Par la suite, nous reprîmes contact avec l'esprit via notre planche Ouija maison, constituée de grandes feuilles blanches accolées les unes aux autres, un verre retourné en guise de pointeur, et les choses ont commencé à se corser. Un énorme tableau se trouvant juste au-dessus du fauteuil de notre papa s'est décroché du mur et a failli lui tomber sur la tête. Heureusement, notre papa a réussi à l'esquiver de justesse. Étonnamment, notre papa qui disait ne pas croire à toutes ces choses nous a sermonné lorsqu'il nous a vus assises devant une grande feuille où un verre retourné nous servait de pointeur. Je pensais avec le recul que celui-ci se méfiait de cette pratique. C'est à ce moment précis que nous avons fait le lien entre la colère de l'esprit envers notre papa qui portait le même nom que celui de son assassin et la chute du grand tableau. Par mesure de sécurité, nous avons donc stoppé nos séances et moi seule m'y suis remise quelques semaines plus tard en cachette. C'est un des nombreux exemples que j'ai vécus qui est pour moi une preuve que les choses peuvent très vite nous échapper par manque de pratique et de connaissances. Par exemple, lorsqu'une personne pratiquera cette expérience, elle fera appel, admettons, à un parent décédé. Or, appeler les esprits peut s'avérer dangereux, car oui, en règle générale, le pratiquant ne pourra pas vérifier s'il s'agit réellement de l'âme de l'esprit demandé. Et j'attire donc votre attention en vous rappelant que les esprits du bas astral sont souvent plus proches qu'on ne le pense et peuvent dès lors créer des troubles dans notre vie. D'ailleurs, de nombreux récits parlent de l'arrivée de phénomènes paranormaux suite à des séances de Ouija ou d'écriture automatique et considèrent que les esprits tourmentés ou même des démons peuvent prendre possession des lieux cherchant à nuire aux habitants. D'ailleurs, il y aurait différentes manières de déceler les mauvais esprits lors des séances Ouija. Par exemple, le fait que la goutte pointe les chiffres 0 lorsqu'on lui demande son âge. Le pointeur cherche aussi à sortir de la table qui montrerait que l'esprit veut s'évader. La goutte qui forme des 8 au centre de la table, lorsqu'elle pointerait les 4 côtés de la table ou lorsque l'esprit commence un compte à rebours. D'un point de vue scientifique, ce phénomène a très souvent été pointé du doigt comme un canular. Il s'agirait tout bêtement d'un effet idéomoteur, ce qui veut dire que ce seraient les participants qui déplaceraient la goutte sans le savoir car leur conscience a envie de communiquer avec les défunts. Parlons à présent du bas astral. C'est le plan astral le plus bas, où se situent les vibrations les plus basses, là où les esprits néfastes circulent, et c'est aussi le niveau où l'homme se trouve, donc dans notre monde en 3D. On retrouvera diverses formes d'esprits, par exemple les entités qui manquent de confiance en eux, les peureux, les esprits qui font peur et terrorisent les vivants en faisant bouger les objets, et autres, appelés les méprisants. Les âmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont décédées et qui continuent à évoluer comme si de rien n'était avec la conscience d'un enfant en bas âge. Il y aura également les coqs astrales, les chênes et les lémures, qui sont des sortes de vampires énergétiques dépourvus de conscience et d'intelligence, provenant de personnes mortes se cachant dans les maisons, les jardins, qui s'accrochent également sur les chakras des gens pour leur pomper leur énergie. La victime aura des symptômes multiples, tels que des sensations de maux de tête,
des idées noires, de la fatigue, etc. Les mauvais élémentaux de la nature. Il en existe évidemment des neutres et des bons qui vivent sur des plans différents du nôtre. Les mauvais élémentaux, eux, peuvent s'agrafer à nous et faire par exemple disparaître certains objets. À ce sujet, j'ai d'ailleurs vécu plusieurs phénomènes de la sorte, dont un qui m'a réellement choquée. Alors que j'étais devant mon bureau, occupée à travailler mon tarot et à la fois faire mes recherches sur mon portable, je me suis levée pour me faire un thé et lorsque je suis revenue à ma place, mon téléphone n'était plus là. C'était impossible qu'il ait bougé de place, car je m'étais levée sans le prendre. Sur le coup, je me suis dit que j'avais dû quand même le prendre et le déposer quelque part. Je me suis donc redirigée à la cuisine et j'ai fouillé, j'ai cherché partout après mon téléphone. Il était nulle part. Je suis donc retournée vers mon bureau et rien, il n'était toujours pas là. J'ai quand même fait le tour de l'appartement alors que je n'étais allée dans aucune autre pièce entre-temps. Et au bout de 10 grosses minutes, j'en ai eu marre et j'ai crié « S'il vous plaît, rendez-moi mon téléphone, j'en ai besoin pour travailler !» Je suis retournée à mon bureau et devinez quoi ? Mon téléphone était exactement là où je l'avais laissé juste avant de me faire monter. Lorsque je l'ai vu, j'ai vraiment été choquée et j'ai ressenti quelque chose au niveau de mon plexus solaire tellement j'ai eu peur. Au final, j'ai appris que ce genre de choses pouvait être aussi un signal ou un message donné par un guide pour nous dire tout simplement que ce n'est peut-être pas le moment d'utiliser son téléphone ou tout simplement de décrocher et de s'éloigner, de se déconnecter. On citera les mécontents qui seront fâchés d'avoir quitté le plan terrestre et stagnent dans des vibrations basses. Il s'agit souvent de personnes qui ont été dépendantes à l'alcool, à la drogue par exemple. Ils s'accrochent aux personnes ayant peu de courage et ayant une faible volonté, car ceux-ci sont faciles à manier. Ces esprits sont nommés les insatisfaits. Bref, sachez que lorsque vous pratiquez des séances d'écriture automatique ou de Ouija, vous vous exposez au risque de faire face à différentes entités venant de cet endroit pouvant vous submerger en tentant des incursions dans votre esprit, ce qui est évidemment une des pires possibilités. Dans le cas de contact avec un esprit du bas astral, vous pourrez ressentir les symptômes suivants. Une grosse fatigue, une somnolence, avoir des maux de tête ou tout simplement une sensation de froid. Il faudra dès lors stopper l'écriture automatique ou la Ouija, secouer fort votre main, votre bras et frotter celui-ci pour dégager l'énergie qui a envahi celui-ci. Demandez sans plus attendre à l'esprit de partir. Dites-lui merci. Et ensuite, aérez la pièce, faites brûler de l'encens. Vous pourrez également prendre des douches en visualisant le nettoyage de votre corps. Sachez aussi que nous avons tous un ou plusieurs guides, des anges gardiens, qui sont là pour nous surveiller, qui nous protègent. Vous pouvez leur demander de l'aide. Cependant, je ne recommande pas la pratique de la Ouija et de l'écriture automatique. N'oublions pas que de nombreux grands médiums et spirites se sont vus essuyer des échecs monumentaux, en général après avoir fait des incorporations. Dans ce cas, quand les événements nous échappent, les choses peuvent tourner très mal et aller très loin. Le pratiquant peut souffrir d'un simple état de mal-être et ou dépression, mais cela peut aussi aller jusqu'à l'internement, la possession, voire la mort, dans des cas rares mais réels. Si dès lors vous voulez quand même faire l'expérience du Ouija ou de l'écriture automatique, faites en sorte de bien vous documenter et de placer diverses protections. Il est évident que cela ne garantira en rien le bon déroulement de l'expérience. Donc, la meilleure attitude à avoir est de se tenir à l'écart de ces pratiques et de le laisser aux grands médiums et grands initiés. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous aussi vous avez vécu des phénomènes paranormaux étranges suite à l'écriture automatique ou à la Ouija, n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.